8h41, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un gros risque de tempête. Oui, et celle-là, Anissa ne nous en parle pas. Et pourtant, ses conséquences, si elle devait frapper la Terre, seraient un peu plus ennuyeuses qu'un coup de vent sur la pointe du raz. Il s'agit des tempêtes solaires. Et c'est Paul Molga, des Échos, qui signe ce papier passionnant et il faut bien le reconnaître assez inquiétant. Parce que le risque est bien là. Le Soleil, c'est cyclique, va entrer dans une période de forte activité tempétueuse. Les éruptions vont se multiplier. Et si par malheur, elle s'orientait vers la Terre, elle pourrait provoquer une sorte de blackout mondial. Panne totale des radiocommunications, plus d'Europe 1. Perte de contrôle de tous les satellites, effondrement des réseaux électriques. Tous les pans de notre société seraient touchés. Les spécialistes de la NASA affirment qu'un orage extrême pourrait mettre KO notre civilisation. Preuve d'ailleurs que la menace est prise au sérieux. Les Américains ont mis en place un système de prévision à base d'intelligence artificielle, histoire d'avoir le temps de débrancher ce qui pourrait l'être. Dans le même but, les Européens s'apprêtent à mettre sur orbite un laboratoire spatial solaire, lancement prévu en 2031. D'ici là, conclut le journaliste des Échos, on peut toujours croiser les doigts. Oui, on passe à une autre grosse frayeur, alors plus individuelle celle-là. Celle d'Eliette Abécassis, cet écrivain, cinéaste, philosophe, signe toutes les semaines une tribune dans la Croix et il se trouve que le week-end dernier, elle se trouvait à Tel Aviv. Nous étions en train de dîner au restaurant avec des amis, raconte-t-elle, soudain quelque chose s'est produit. Les gens se sont mis à regarder leur portable, des textos d'amis nous disaient de rentrer chez nous, nous mettre à l'abri. On s'est levé, vite on a payé, on est rentré à pas rapide. On s'est calfeutré dans la pièce sécurisée qui existe désormais dans tous les appartements en Israël. Des messages annonçaient que les drones étaient partis d'Iran, ils arrivaient sur le pays. Que faire ? Prier sans penser au pire ? Parler de quoi ? À qui ? À ceux qui en rient, à ceux qui en pleurent, à ceux qui sont fatalistes, à ceux qui paniquent. Dans ces moments, écrit-elle, même entourée, on est seul. Très beau texte à lire dans La Croix qui rappelle ces questions que pose saint Matthieu. L'histoire, on le sait, se termine bien grâce au dôme de fer et la presse s'intéresse d'ailleurs de près à ce bouclier qui, s'il n'a pas de prix, a un coût. Dans le Figaro, Maxime Dubernet de Bosc estime que l'interception des missiles et drones iraniens a coûté entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars. C'est 5 ou 6 fois plus que ce qu'ont dépensé les Iraniens pour leur engin d'attaque. Les drones Shahed ne coûtent que 20 000 $ pièce quand leur interception, elle, en coûte 150 000. Avec ces drones low cost, l'Iran peut user l'arsenal israélien, explique le journal. Le prix de la vie est donc en l'occurrence 7 fois plus cher que le prix de la mort. Intéressant. Cette opération est peut-être aussi en train de redessiner la carte diplomatique mondiale. Le Wall Street Journal, dont on peut lire certains articles dans l'opinion chaque matin, met effectivement en avant un aspect que on a peu vu dans la presse française, le soutien de certains pays arabes à Israël dans cette opération défensive. On a un peu parlé de la Jordanie, mais l'Arabie Saoudite et d'autres gouvernements arabes ont aussi joué un rôle déterminant, et ce, dans le plus grand secret. En fait, explique le grand quotidien américain, grâce aux accords d'Abraham, la coopération militaire entre Israéliens et pays sunnites est désormais une réalité, mais même si, évidemment, elle doit rester confidentielle. Allez, dans vos journaux également ce matin, des affaires de gros sous. Et oui, on sait que la France, vieux pays catholique et communiste, adore détester l'argent. Et c'est le salaire de Carlos Tavares qui en ce moment fait débat. 36 millions d'euros l'année dernière contre 19 millions l'année précédente. Les actionnaires de Stellantis vont avoir à se prononcer sur le sujet en Assemblée Générale aujourd'hui et ce n'est pas complètement gagné. Dans le Parisien, d'abord, le secrétaire général de la CGT de l'usine de Sochaux estime que c'est scandaleux. À la une des Échos, ensuite, la parole est à la Défense, sous le titre « L'incroyable décennie Tavares ». Julien Dupont-Calbo et Guillaume Guichard nous racontent les 10 ans durant lesquels ce grand patron sera parvenu à ressusciter le cadavre PSA et le transformer en un Stellantis aux 14 marques, toutes plus rentables les unes que les autres. Restent 2 questions. La première, comment va réagir Macron ? C'est le Parisien qui rappelle qu'il y a 2 ans déjà, le président de la République avait dénoncé le montant choquant et excessif de la rémunération du patron de Stellantis. Et puis, dernière question, que faire avec 36 millions d'euros ? J'ai fait le calcul, vous pouvez vous acheter 150 000 drones iraniens Shahed, mais ce n'est pas le choix de Tavares. Avec cet argent, confiait-il dernièrement à Challenge, j'investis pour mes petits-enfants
dans les oliviers et les vignes au Portugal. Mais on va terminer en Espagne ce matin où le salaire des footballeurs fait beaucoup moins débat que celui des grands patrons, parce que ce soir donc à Barcelone, ce sera l'exploit ou le cercueil pour le PSG, battu 3-2 à l'aller. Mbappé et ses petits amis vont devoir être nettement plus inspirés que la semaine dernière pour vaincre le Barça. Et le conseil claque à la une de l'équipe: donnez tout. Comme dirait le Philippulus de Tintin, donnez tout, comme si demain c'était la fin du monde. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde.